Au niveau du design, on se retrouvera donc avec un smartphone de 4,5 pouces qui reprend étrangement le design du Xiaomi Mi 5. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc l'écran de 4,5 pouces. En haut, nous avons un flash, nous avons l'appareil photo de 2 mégapixels, voire moins. On a la grille ici, alors on peut voir c'est une grille très grossière, hein, la grille pour le haut-parleur, ça fait vraiment grossier, on dirait presque un grillage. Par contre, je ne vois pas du tout la partie capteur de luminosité et capteur de proximité. Je me pose la question de savoir si c'est pas l'appareil photo qui fait ça. D'ailleurs, au niveau d'appareil photo, ça fait très cheap, hein, puisque c'est carrément collé à la vitre, et ça fait tout petit avec un gros pourtour, là, c'est un petit peu chelou. En général, ça fait un peu plus premium parce qu'on a le capteur qui est plus gros, un peu plus enfoncé, on sent que c'est un peu plus... Voilà, là, ça fait coller, c'est un peu bizarre, ça fait vraiment cheap. Ensuite, on se retrouve au dos. On va direct au dos. Au dos, donc, on a une coque qui va s'enlever, avec coque pailletée en tout cas, avec un flash ici qui est pas très bien centré, comme ici d'ailleurs, il est pas très bien centré, et ici l'appareil photo qui lui est à peu près bien centré, donc appareil photo de 8 mégapixels, je crois, c'est un extrapolé de 5 mégapixels. Donc voilà. Ensuite, on va directement enlever la coque. On parlera de la suite juste après. Alors, en bas, c'est un petit peu résistant. Mais je pense qu'à force, en fait, il va casser, tout simplement. Je pense. Donc ici, on se retrouve avec... donc ici, on voit le port jack, ici, on en parlera après. On a ici un port SIM. Donc là, c'est du mini SIM, hein, du bon vieux mini SIM. Une micro SIM et port micro SD. Donc au moins, on a les trois. On a ici le haut-parleur. Donc là, où on peut voir que sur la coque, par contre, on a un haut-parleur qui est assez gros. En fait, c'est juste, bien sûr, hein, c'est comme la plupart des téléphones, c'est juste là. On peut voir quand même qu'on peut le démonter facilement parce qu'il a des bonnes vis cruciformes avec juste attention à la garantie ici. Ici, on a la batterie. Hop, donc je vais l'enlever. Et donc, on a une batterie ici de 1850 mAh. Je reparlerai sur la partie autonomie. Ici, on a en fait, de quand est-ce que ça a été fait. Donc là, ça a été fait le 3 2016, donc en mars. Ensuite, ici, donc on a l'adresse VK World, donc là je pense que c'est le numéro de série de l'appareil. Et donc voilà, donc ensuite on peut voir qu'il n'a pas la 900, il a la 2100 mais pas la 900. Et bien sûr tout ce qui est en 2G. Hop, on va remettre ça et on va le rallumer. Donc après bon c'est une coque toute simple, hein, comme vous pouvez voir elle s'enlève assez facilement. Juste en bas il est un petit peu récalcitrant. Donc, bon, c'est pas très grave, mais voilà, il est un petit peu récalcitrant. On attend qu'il redémarre. Donc, sur les tranches, on a une tranche en plastique, donc 6 mm métal, mais c'est en plastique. On peut voir d'ailleurs les jointures sur les coins. Voilà. Donc, sur la droite, on se retrouve avec le bouton Power et le bouton Volume plus moins. Au-dessus, on a le port jack. On a le port aussi micro USB qui, c'est assez étrange de le retrouver là, alors qu'en général, on retrouve ici. Ce qui manque, on n'a pas de capteur de micro, en fait, de second micro pour les micros ambiants, donc ça va pas être du tout mis. Ce qui fait qu'on n'aura qu'un seul micro qui se retrouve en dessus, comme vous pouvez voir ici, on n'a rien du tout, et en dessous, on a donc le micro principal, donc enfin le seul micro d'ailleurs, de l'appareil pour les appels. Donc un appareil que je trouve, alors au niveau un design qui est plutôt sympa, il reste assez compact. Après on commence à être sur du 4,5 pouces, donc on commence à avoir des bords un petit peu plus massifs, mais bon rien de spécial en soi. On peut voir que les touches sensitives en façade sont repris de Xiaomi, mais vraiment. Pour comparer, je vais prendre mon Redmi Note 2 et on peut voir que c'est exactement la même chose, hein, ils se sont vraiment pas fait chier là-dessus. Donc ça permet, voilà, de vraiment, ça fait copie en fait, un peu, presque, sauf qu'il est en 4,5 pouces. Donc voilà sur cette partie-là. Donc après, il est plutôt bien assemblé dans l'ensemble. C'est plutôt propre, c'est correct. Là où j'aurais le défaut, vraiment, où c'est pas très gênant parce qu'on a de base un film de protection. Bon là, il a vraiment souffert par contre, à cause de moi, il a été un peu trimballé n'importe comment. Mais en fait, le truc, c'est que la bordure ici a été pensée avec le film de protection. Parce que si, en gros, si on regarde là, je sais pas si ça va se voir à la caméra, bon, autant elle est plutôt pas mal pour ça. On peut voir que là, c'est bien ajusté. On a ça dépasse un petit peu, d'ailleurs, on peut voir... Non, c'est l'ombre. On peut voir que là, d'ailleurs, ça ressort légèrement. Pas très bien fixé. Ça se remarque pas du tout de face, par contre. Je le remarque que là. C'est là où il y a les boutons, tout simplement.
Ouais, bon, d'accord. En tout cas, voilà. En fait, donc c'est bien ajusté là, par contre. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais en fait, on peut voir, il y a même un petit peu de poussière. Mais là, c'est pas ajusté, en fait. Sans le film de protection, on voit que, justement, on peut voir que là, c'est pas bien ajusté. Ça gratte un peu, mais là, c'est bien fait. C'est assez étrange de voir ça comme ça. Bon, au moins, ça permet d'avoir quelque chose qui est presque transparent, mais ça reste étrange. Après, au-delà de ça, donc voilà, c'est une finition qui est assez correcte, même si je préfère quand même le Home Tom, puisque pour quelques dollars de plus, on a quand même droit à un écran 2,5D et à une coque qui est plus, je trouve, qui fait l'ensemble de l'appareil et qui donne quand même un aspect un petit peu plus premium, j'ai envie de dire, que cet appareil-là. Néanmoins, il reste plutôt bien acceptable. On a juste les jointures pour chaque côté. Bon, après, c'est pas très grave. Ça reste acceptable, mais c'est voilà, c'est pas original en soi. Hein, c'est juste une copie du Mi 5. Mais au moins, ça permet d'avoir une copie du Xiaomi Mi 5 pour vraiment pas cher. Après, le souci, c'est qu'on peut voir vraiment que c'est clairement pas centré ici. Et c'est pas centré ici. Et puis là, ça fait vraiment pas très bien. Puis le haut-parleur, bon, ça fait. Voilà, on sent vraiment qu'on touche vraiment le bas du bas du bas de gamme. Avec vraiment des matériaux qui commencent à sentir un petit peu le sorti d'usine sans traitement. Au niveau de la surcouche, alors là on peut voir un petit peu que c'est Mi 8, mais c'est pas Mi 8 en vrai. Alors j'y reviendrai. Alors on va juste baisser un petit peu la luminosité. Ah là, ça va être un petit peu mieux à la caméra. Donc ici on va, bon je vais faire en sorte de bien approcher pour qu'on voit bien. Donc ici on se retrouve avec la version Android 5.1, correctif 1er mars 2016. Donc la mise à jour a été faite il n'y a pas longtemps. Alors on est sur la version... que je dise pas de conneries. On est donc sur la version du 13 avril 2016. On va juste voir si c'est une mise à jour entre temps que c'est fait. Parce que là on est en mai. Donc recherche de mise à jour. Donc il est bien à jour. Donc au moins au niveau du test, ce sera bien à jour par rapport au moment où il est sorti. Donc ce qui fait qu'on est sur du 5.1. 32 bits forcément puisqu'on a un processeur 32 bits. Donc alors on a un launcher qui a été repris vraiment de Mi 8. Donc au niveau des icônes, au niveau du fond, au niveau d'un petit peu de tout ça. Par contre, on a quand même un tiroir d'application. Hop. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont pris quand même une autre chose. Alors l'agenda, c'est bien. Celui de Google. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que il y a le launcher qui a été repris. Je pense qu'ils ont dû beaucoup améliorer, enfin, ils ont beaucoup adoré le lecteur de musique, puisqu'ils ont repris aussi le lecteur de musique de Mi 8. Donc, c'est assez marrant de voir ça. Bon, au moins, voilà, ils ont bon goût, j'ai envie de dire. Mais c'est assez marrant de voir ça. Ensuite, tac. Donc après, on est sur quelque chose de très classique. Hein. Le reste, après, au-delà du launcher, c'est exactement la même chose que n'importe quel appareil sous Android pur. Au niveau des applications, il n'y a pas d'application en soi qui est en plus. On a juste, voilà, on a Sauvegarder historique qui est le truc spécial de Mediatek. On a après, sinon, que je regarde, est-ce qu'il y a des choses particulières? Non, il n'y a rien d'autre. S'il y a WeChat et Viber qui est intégré et WhatsApp. On sent que les mecs sont très 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 connectés. Mais voilà, on a ces trois choses-là. Sinon après on n'a rien d'autre. Sinon le reste c'est du classique. Les choses un peu particulières, alors hop, on va aller de ce côté-là. Donc à l'affichage on va avoir Miravision. Donc quelque chose maintenant que vous connaissez un petit peu pour ceux qui nous suivent. Donc qui va permettre soit de choisir standard, brillant ou mode utilisateur. Et avoir quelque chose qui peut être parfois un peu dégueulasse. En gros, je reviendrai à la partie écran, mais on peut régler son image. Ensuite, hop, une fois qu'on a fait ça, on va aller sur une notification. On a quelque chose aussi de très classique chez Mediatek. Le Best and Enter Audio. Donc ça permet l'optimisation audio pour les casques. Optimisateur de volume pour enceinte. Bon, jamais compris ce truc-là, mais ok. Le surround audio qui jamais servi non plus. Et le Bluetooth, mode Bluetooth sans paire, donc ce qui va permettre d'avoir un Bluetooth avec la qualité maximum pour la musique. On y reviendra au niveau du son, de comment ça se comporte. Donc la batterie, rien de spécial non plus. Hop. Ensuite, localisation. On a ici programme de mise en marche à arrêt. Donc, donc voilà, donc simplement en fait ça permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil quand on le veut. C'est surtout Mediatek qui l'a mis en place, mais ça commence à être mis en place par d'autres appareils. Voilà, ce qui permet en gros, vous pouvez le recharger la nuit, il s'éteint automatiquement et il sera le matin, juste avant en gros le réveil par exemple, ce que vous voulez. Et comme ça il se met à jour, etc. Juste avant que voilà, vous puissiez partir. Je crois qu'on a fait le tour, on a juste accessibilité, je crois, pour... non. Il me manque un truc.
Stockage batterie, application, sécurité, compte, langue saisie. C'est ça, en fait, ils l'ont pas mis comme ça. C'est-à-dire qu'en gros... Ah ouais, j'avais jamais fait gaffe à ça. En fait, normalement, en fait, vous avez une partie pour tout ce qui est geste. Là, ils l'ont pas intégré pourtant. C'est quelque chose quand même d'assez sympa à 45 $. Mais on a le double tap. Donc là, forcément, hop. On a le double tap. On va voir tous les gestes qui va permettre d'allumer l'appareil. Le problème, c'est que là, en fait, il n'y a rien du tout pour les gérer. En fait, je viens de le remarquer maintenant parce que, tout simplement, jamais fait attention. En fait, pour moi, c'était devenu normal. Reconnaissance gestuelle. C'est ça, j'ai rien dit. En fait, c'est dans accessibilité, c'est bien ça. J'ai eu un moment d'égarement. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Donc en gros, c'est quelque chose qui n'est pas du tout accessible. Donc on peut même pas le désactiver en fait. Donc c'est là où on va toucher en fait, un peu le problème. Donc autant l'appareil, bon, en général, il réagit plutôt bien. C'est un appareil qui, voilà, il réagit plutôt bien, mais il n'est pas fluide. Là où le HomeTom était vraiment fluide dans l'ensemble, c'est-à-dire que vraiment, euh, à peu près dans toutes circonstances, ça allait. Là, au niveau des transitions, au niveau des choses comme ça, par exemple ici, c'est pas fluide du tout, je trouve. Là, ça va un peu mieux, mais il y a des moments où il réagit, c'est pas fluide, où il est un peu lent, des choses comme ça. Par rapport au HomeTom, c'est parfois assez flagrant, et résultat, on se retrouve avec quelque chose de moins bien. C'est moins bien optimisé, résultat, c'est un petit peu plus chiant à utiliser. Et pourtant, ce que je comprends pas, c'est que comme l'écran n'est pas du tout HD, il devrait pourtant mieux gérer ça, mais c'est pas du tout le cas. Donc ce qui fait que voilà, alors juste le stockage je montre, on est sur du 8 Go, et on peut mettre une SD bien évidemment. Euh, Ce qui fait que je suis un petit peu déçu. Bah là, en plus de ça, ce qu'on peut voir, c'est que tous les gestes sont activés. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour la caméra, on va voir ça. Ça fonctionne, mais on peut pas du tout les gérer. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir les modifier ou quoi que ce soit. On n'a pas le choix. Et ça, normalement, c'est la caméra. Si je fais le M, il a pas du tout vu ce que je voulais. Donc bon, c'est un peu étrange de voir ça, surtout que bon, le M pour la galerie, c'est un peu particulier, mais bon. Voilà, donc une surcouche, bon en soi c'est voilà, c'est pas une surcouche, hein, c'est du Android pur, c'est ce qui est donné par Mediatek, mais pas très bien optimisé. Puis surtout bon, ce côté un peu MIUI, voilà, c'est vraiment celle-là ça fait vraiment la copie, mais par contre avec un widget, si vous regardez bien, le widget est absolument immonde. Je vomis, je vomis dans ma bouche. Mais voilà, il est pas beau du tout par contre. Donc bon, c'est un peu, il y a des choix étranges. Le fait qu'ils ont quand même pris l'application, voilà. Donc au-delà de ça, bon, voilà, je trouve ça un petit peu décevant par rapport à HomeTom. J'aurais pensé au moins avoir l'équivalent, voire un peu mieux, parce que meilleure, enfin une densité de pixels qui est moins bonne, enfin il y a moins de pixels à gérer, donc normalement ça devrait être mieux, mais c'est pas le cas. C'est dommage, voilà, il manque des choses en plus de ça. Bon, au moins tout est en français, parce que bon, en général, la partie geste n'est pas du tout traduite. Mais là, au moins, il y a tout, mais il manque des choses. Tout est en français, mais il manque des choses. Euh, Ce qui le rend, voilà, ce qui rend que l'appareil, bon, voilà. Il est utilisable, hein, il est largement utilisable. J'ai pas trouvé de bug particulier. C'est juste que bah, parfois il est un peu lent ou il est pas très fluide par moment. Il y a des choses comme ça. Donc je suis un peu déçu de ce point de vue. Donc c'est dommage. Je m'attendais à un peu mieux ou au moins équivalent, mais c'est pas le cas. Là ça suit moins bien. Là VK World aurait pu faire mieux, surtout qu'il y a eu quelques mises à jour. Alors ça se comporte quand même un peu mieux qu'au départ, mais c'est quand même loin d'être parfait. Au niveau de l'écran, alors là on se retrouve avec un écran de 4,5 pouces, un écran IPS, donc avec des angles de vision qui sont tout à fait honorables pour un appareil de ce prix. Alors on peut voir que l'écran est un petit peu enfoncé, ce qui, voilà, c'est-à-dire que c'est pas du verre avec l'écran qui sont en un seul morceau. On peut voir que c'est séparé en fait sur les coins surtout. Alors je vais voir si je peux vous le montrer. C'est voilà, donc c'est juste ça, c'est pas très grave à ce prix-là. Par contre, la qualité de la dalle n'est pas très bonne. Là où le HomeTom avait plutôt étonné sur la qualité de la dalle, ici je suis assez déçu puisque les couleurs en général c'est un peu terne, c'est pas très beau et ça c'est un petit peu dommage. Donc là on est sur un Samsung, bon là le Samsung c'est un peu particulier aussi. Là les blancs sont assez blancs.
Et Miravision, donc Miravision va pouvoir gérer le contraste et pas mal de petites choses, ça, c'est assez sympa en général. Contraste, saturation, ce qui fait que j'ai pu un petit peu remettre un petit peu améliorer un petit peu la qualité de l'écran, mais il y a quand même des choses qui vont pas. Déjà, une première, on est sur un écran qui est un écran WXGA, si je dis pas de bêtises. C'est du 854 x 480, donc quelque chose d'un peu vieux. C'est-à-dire que moi, j'avais quand même ça, cette résolution-là, sur mon Xperia Arc qui date de 2011. Donc ça date un peu, donc on n'est même pas sur du HD. Euh, Là où je vous dis, pareil, pour quelques dollars de plus, on a le HomeTom HT3 qui fait mieux. Euh, Sinon, de base, en fait, ça donne ça. Et les couleurs sont pas très belles, je trouve. Elles sont vraiment pas belles. Hop, je vais essayer de trouver un petit truc. On va aller sur Twitter. On va enlever le mode lecture de mon appareil. Hop. Alors, hop, on va aller tout en haut s'il veut bien. Alors forcément, comme je disais, là, donc là, voilà ce que ça donne. Donc on peut voir que c'est un peu bleuté et c'est assez terne dans l'ensemble. Alors ce que j'aimerais bien, c'est avoir les mêmes informations. Donc, il n'a même pas les mêmes informations. Ah voilà. C'est plus terne, c'est un peu moins coloré. On sent que c'est terne. Et c'est un petit peu dommage. Je dois pas avoir la même version de Twitter. Hop. Qu'est-ce que je peux avoir comme image? Voilà. On va avoir une image un peu plus intéressante. Donc ce qui fait que voilà, en termes de colorimétrie, ça se voit peut-être pas forcément à l'écran, mais c'est quand même plus terne, c'est moins bien. On sent que c'est pas ultra mauvais, mais c'est décevant. Et c'est surtout que c'est terne en fait. Ça se voit tout de suite, ça se voit très très vite, et ça c'est un petit peu dommage. Les réglages d'écran en fait, ça va vont permettre vraiment de rattraper un petit peu toute cette partie-là, la partie couleur, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus vif, d'un petit peu mieux, d'un petit peu plus réaliste, je trouve, de mon côté et de casser un petit peu le côté terne des couleurs. Parce que là, c'est vraiment terne, c'est-à-dire qu'il y a terne et réaliste, et là, c'est vraiment terne. Donc je préfère comme ça, dans ce mode utilisateur et avec quelques réglages, donc après à vous de les régler avec un peu plus de contraste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus punchy, meilleure saturation des couleurs, etc. Ce qui va permettre vraiment gagner un petit peu en tout ça, et ça c'est vraiment, ça vaut le coup en fait de faire ça. Donc bon, heureusement qu'il y a Miravision et heureusement qu'ils l'ont gardé. Au niveau du son, donc au niveau du jack, on va être sur quelque chose qui est potable, mais pas extraordinaire non plus. À la différence de beaucoup d'autres jacks où ça va être assez, comment dire, équilibré, mais peut-être plus porté sur les basses, là le souci c'est que ça va être très porté sur les médiums. Et des médiums qui peuvent être vraiment très en avant sur certaines musiques. Notamment, par exemple, j'ai celle de Vitalik. Vitalik que j'aime beaucoup. Et on sent vraiment en fait que les médiums prennent énormément de place par rapport au reste. Ça fait que ça restera vraiment intéressant, ça restera correct. Donc là on a vraiment, voilà, en fait c'est vraiment, ça s'entend moins l'enceinte je trouve, mais dans les écouteurs ça s'entend énormément. Les médiums vont prendre beaucoup de place. Alors là j'ai fait sans l'optimisateur audio, mais avec l'optimisateur audio, ce qui est censé optimiser l'audio, bah fait n'importe quoi. Et là ça s'entend même là, c'est absolument immonde. C'est pas beau du tout. C'est pas beau, c'est mauvais optimisateur, donc laissez-le de base, il est très bien comme ça. Je ne vais pas parler de ce genre en audio parce qu'en général c'est pas du tout intéressant, c'est même encore pire, et ça n'améliore pas le son. À savoir que la jack est un peu dure, mais après avec le temps forcément ça va s'améliorer, mais c'est un petit peu dur. Donc voilà, sur cette partie-là, sur la partie haut-parleur vraiment. Alors là forcément haut-parleur, on va être sur quelque chose qui va être beaucoup moins bien. Hop. Donc là bien sûr, alors je vais remettre sur le refrain. Bon là c'est un absence totale de tout. C'est pas très très audible. On a juste les aigus qui ressortent. Donc là on a vraiment pas grand chose. Hein. On entend un petit peu les médiums. Mais là c'est surtout les aigus et une espèce de bouillabaisse qu'on entend. Donc là forcément on est vraiment sur le bas de gamme en termes de son.
En termes d'appareil photo, donc là, on sera sur un appareil photo qui... hop là. Un appareil photo de 5 mégapixels. Donc, c'est même pas extrapolé, c'est 5 mégapixels. Quelque chose de très classique en termes de... hop, de très classique. Alors, on peut voir déjà qu'on a un stabilisateur numérique qui est présent. Donc, voilà, avec l'anti-tremblement. On a en vidéo pareil, un stabilisateur, qualité de vidéo, bon, voilà, on n'est pas que sur quelque chose d'exceptionnel. Au niveau des photos, alors je le trouve un petit peu meilleur que le Home quand même, mais il y a quand même mieux, hein. Par exemple ici, en vidéo en tout cas déjà, pour la vidéo, bon, quelque chose que j'avais fait, bon, c'est juste correct, hein. Quelque chose que bien sûr j'ai uploadé, donc n'hésitez pas à regarder dans la description les photos. Je trouve quand même un poil meilleur que le HomeTom, même si forcément c'est plutôt là pour décorer, c'est plutôt là pour du dépannage, mais c'est pas là-dessus qu'il faudra compter pour faire de vraies photos, hein. Bon, on peut quand même deviner s'il sourit ou pas, bon on voit ses dents en tout cas. Donc voilà, c'est correct, voilà, voilà, on peut quand même deviner Windows, hein, mais voilà, on n'a pas beaucoup de détails, il y a pas mal de grains, comme on peut le voir, énormément de grains. Forcément, c'est un capteur d'entrée de gamme, donc c'est pas extraordinaire. On a aussi en façade, hop, ici, alors il est aussi plus rapide. En façade aussi, on a donc un capteur, donc là forcément de moins bonne qualité, mais par contre on a un flash qui va permettre un petit peu de garder un petit peu en qualité. Mais bon, c'est un flash, bon déjà, comme vous pouvez voir, il fait assez violet. Voilà, donc faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est un peu parce que c'est la mode, ils l'ont mis, mais en soi, bon, voilà. Donc en tout cas, toutes les photos seront uploadées sur... hop, je vais en faire juste une comme ça. Elles vont être uploadées sur la chaîne, hein. Donc en description, vous aurez un petit lien Google Photos. Vous pourrez faire vos comparatifs. Bon, alors là, on voit vraiment, c'est vraiment très mauvais. Donc voilà. Donc vous verrez ça et voilà, vous pourrez vous faire votre propre avis. Bon, c'est vraiment de l'entrée de gamme, ça se sent tout de suite, c'est un petit peu mieux que l'Home Tom, où il fallait avoir presque de la chance pour faire une bonne photo. Là, c'est un peu mieux, c'est un peu plus facile, mais ça reste un appareil photo d'entrée de gamme. Au niveau de l'autonomie, alors là, il ne faudra pas non plus s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. On a une batterie de 1850 mAh avec un écran de 480p et un processeur 4 coeurs Cortex A7, le MT6780. Donc c'est pas exceptionnel, c'est pas la joie, il faudra pas s'attendre à quelque chose d'autonome, là où à peu près l'homme top faisait 5 heures, là on sera sur environ 3 heures, 3 heures et demie, voire avec un peu de chance 4 heures. Malheureusement en fait mon petit test est légèrement biaisé, je l'ai refait depuis, mais sur le test YouTube, par contre le minimum, j'ai fait 4 heures, donc là c'est le minimum. C'est-à-dire qu'au maximum il est plus aux alentours de 3 heures, ce qui est pas terrible du tout, hein. Franchement là c'est vraiment moyen. Je mettrai à jour d'ailleurs, donc vous pouvez voir aussi dans la description quelque chose que je mets aujourd'hui, les comparatifs au niveau de l'autonomie sur YouTube et aussi à peu près dans la vie réelle, ce que je fais à peu près, donc qui permet d'avoir un suivi par rapport à ça. Donc c'est pas terrible, c'est un peu dommage, ça aurait pu être mieux, mais bon, 1850 millions, c'est pas beaucoup, donc forcément l'autonomie n'est pas du tout le point fort de l'appareil, donc 3 heures on est vraiment dans la moyenne basse, donc en gros compter une petite journée, il faudra peut-être compter un chargeur pour ceux qui préfèrent parler en journée, parce que là c'est vraiment limite. Donc peut-être prévoir une petite batterie externe supplémentaire, une batterie de rechange, parce que c'est vraiment limité. Au niveau des benchmarks, on se retrouve avec un score de 315 en simple cœur et 1021 en multicœur. Donc, alors, il faut savoir qu'on est donc sur un MT6580M, donc un processeur 4 coeurs 32 bits. On est sur la révision 3 du Cortex A7. Donc le MT6580, donc la version M, en fait, c'est MT6582, mais je ne sais pas la différence. Je pense que c'est une version moins chère pour les pays émergents, notamment pour Android One, et il est réutilisé maintenant pour tout le reste. Donc on peut voir en termes, voilà, on est sur quelque chose qui est assez lointain. En gros, on peut voir que ça correspond à peu près au S400. Donc c'est un peu son rival direct. Donc par exemple, pour Moto G, première génération qui utilisait S400. En multicœur, on est à 1021, donc pareil, on est à peu près sur du S400. Néanmoins, le HomeTom HT3 faisait mieux, un petit peu mieux. Donc bon, c'est un petit peu moins bien, mais néanmoins, ça fait le taf. Voilà, il est à 1,3 GHz aussi, ça fait plutôt le taf. Donc un petit récapitulatif des caractéristiques. Donc on est sur Android 5.1.
On est sur donc un écran 800, qui fait 854 x 480 pixels. Alors là, il est mis 4.1 pouces, mais on est sur du 4.5. Un 4 coeurs, donc le MT6580M Cortex A7. Donc voilà. On a 1 Go de mémoire vive et on a 8 Go de mémoire à l'intérieur. Donc on peut voir en accéléromètre, caméra, compas, pas de gyroscope. Je pense que ça déjà, ça peut faire en sorte que ce soit un petit peu moins cher, mais pas de gyroscope. On a donc la Wi-Fi, caméra, Bluetooth, GPS, proximité. Donc je l'ai pas vu, le capteur de proximité, mais il est apparemment lié. Et aussi capteur de lumière, de luminosité que je n'ai pas vu non plus, qui comme ça ne se voit pas. Alors je l'ai comparé avec un Moto G, donc le Moto G première, enfin même Moto E, avec un Adreno 305. Donc l'Adreno 305 c'est un Snapdragon 200 ou 210. Bon après c'est équivalent. Donc en gros, il fera un petit peu mieux, donc 24% de mieux ici, 9% ici. Après sur les scores là, sur les gros, voilà, les gros benchmarks en gros, ça va être T-Rex uniquement, puisqu'il il ne prend pas en charge l'OpenGL 3.0, donc on sera sur du 2.0. Donc ce qui fait qu'il s'en sort quand même un petit peu mieux le E2, mais pas tant que ça, pas de grand chose, j'ai envie de dire, surtout en 1080p. Ensuite, sur les benchmarks ici, donc les petits benchmarks, le Snapdragon s'en sort plus. Et par contre, sur quelques benchmarks, il sera mieux, notamment sur la qualité des drivers. Par contre, la qualité des drivers en haute qualité est bien meilleure du côté de Snapdragon. Donc là, voilà, ce qui peut expliquer peut-être le fait qu'il soit pas forcément très bien optimisé. Donc voilà, donc un téléphone qui sera un petit peu moins bien que la concurrence, donc le Moto E2. Après, pour rappel, il est à 40 € à peu près, hein. Donc sur la partie jeu, donc là on va être sur quelque chose d'assez connu. Donc à peu près tous les jeux peuvent tourner, du moins tous les jeux qui ont voilà, un certain âge. Les récents bien sûr tourneront beaucoup moins bien, mais comme vous pouvez voir par exemple Clash Royale tourne parfaitement bien. Alors ça tournera bien sûr moins bien qu'un téléphone un petit peu plus avec un processeur 64 bits, un processeur un peu plus récent. Mais néanmoins je suis un petit peu déçu, le HomeTom HT3 s'en sort quand même un peu mieux. Là c'est un peu moins bien optimisé. L'autre souci, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve aussi avec un écran qui, comme il est assez pixelisé, hop, dégage, comme il est assez pixelisé, on se retrouve avec quelque chose de pas forcément très très beau à regarder, qui manque vraiment de finesse. Néanmoins, ce sera jouable. Ce qui serait bien, c'est que les gens à côté me laissent tranquille. Et qu'on peut voir forcément, l'appareil lui va être assez vite dépassé. Mais voilà, il manque un petit peu d'optimisation et ça se ressent au HomeTom HT3 qui lui est géré beaucoup mieux quand même. Alors que pourtant il a quelque chose de plus à supporter. Donc ça c'est un peu dommage. Mais néanmoins, comme vous pouvez voir, c'est jouable. Donc c'est quand même le principal. Les petits jeux se restent jouables. Pour un téléphone à 40 $, c'est quand même assez intéressant de voir que voilà, on peut quand même jouer à des jeux très récents et qui demandent quand même quelques ressources sans problème. Donc on peut voir, hein, je suis en train de le défoncer. Bon, en jouant très très mal, mais je le défonce quand même. Donc voilà, donc en tout cas, ça marche plutôt bien et ça c'est plutôt cool, hein. On peut voir, hein, j'arrive à me démerder, mais voilà, ça reste quand même moins agréable qu'un écran HD, ça se ressent vraiment, alors déjà que ça se ressent dans l'interface, mais ça se ressent beaucoup plus en jeu. Et là, c'est dommage, et ce qui est dommage, c'est qu'on ne profite pas du fait qu'il y ait moins de choses à gérer. Au niveau de Vector, donc là c'est Vector 2 d'ailleurs, donc là on peut voir que c'est un jeu qui vient tout juste de sortir et pourtant qui est parfaitement compatible avec l'appareil. Alors le jeu est censé être très fluide, là forcément euh, une, euh, on est sur un téléphone qui commence à être limité. On peut voir d'ailleurs quand il ramasse un truc là ça lag un petit peu, ça se sent. Ouf. Alors là, j'ai pété sur une mine. Donc, ce qui fait que là, ça se ressent, en fait, il y a des petits ralentissements de temps en temps, c'est pas parfaitement fluide. Donc, c'est dommage. Alors, allez. Parfois, dans les menus, c'est un petit peu lent. C'est ce que j'avais remarqué aussi avec le HomeTom, c'est que voilà, on sent que le processeur, aujourd'hui, bah, les derniers trucs, ça commence à lui peser. Donc, forcément, ça fait ce problème-là. Euh, Donc là, ce qu'on peut voir, on va relancer quand même. Allez, plus vite, plus vite. Là, c'est le problème, c'est que c'est un petit peu lent aussi. Forcément, on est sur quelque chose aussi en termes de mémoire, chargement, qui va être plus lent. Mais voilà, ça se défend quand même. On va dire qu'on, voilà, pour 40 $, on peut quand même jouer à des jeux, même récents. Là, ce qui est plutôt bien, c'est que Clash of Clans est récent et ce jeu-là est récent. Et là, hop là. Et ce jeu-là vient tout juste de sortir et pourtant, on peut tout à fait l'utiliser
Et en plus, ouais, en plus, comme il faut être assez réactif, il faut être assez précis sur Vector, on peut voir que là, voilà. Mais là, vous voyez, par exemple, une interface en plus, hop, c'est apparu. Bah là, oulolo, oulolo, je gère. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Donc c'est ce qui fait que ça reste plutôt correct. Si vous voulez voir d'autres vidéos en fait en jeu, vous pouvez regarder le HomeTom HT3 par exemple sur Asphalt. Mais en tout cas, c'est tout à fait jouable et ça, c'est plutôt bien. Alors que dire de ce téléphone, de ce VK World F1? Eh bien, je suis un petit peu déçu par rapport au HomeTom qui a été quand même une surprise pour son prix, avec un écran HD qui était vraiment correct, et puis globalement il était bien fait. Là, on est quand même une grosse descente en fait en termes de qualité. Déjà en termes de finition, on n'est quand même pas du tout sur la même chose que le HomeTom. Le HomeTom faisait vraiment mieux globalement avec un écran 2,5D, des meilleures finitions, meilleure qualité des matériaux aussi quand même. Là déjà, c'est moins le cas. On sent vraiment la différence. On a un écran qui n'est pas un écran HD ni carte de HD, QHD, mais là on est sur un écran qui est du 480p, ce qui est vraiment limite. Et ce que je trouve un petit peu, vraiment trop limite. Et ça se ressent réellement. En plus de ça, la qualité de l'écran n'est pas terrible, ce qui fait que c'est un peu dommage, c'est pas terrible. Et globalement, en fait, voilà, on est sur quelque chose qui est inférieur. Là où il reprendra l'ascendant sur le HomeTom, ce sera plus l'appareil photo qui gère un petit peu mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais il gère un petit peu mieux quand même. Il a un capteur de meilleure qualité. L'autre souci, c'est l'optimisation logicielle entre des options manquantes par rapport à ce qu'il devrait y avoir et une qualité, une optimisation un petit peu moyenne. Ça se ressent pas mal et on a quelque chose d'un peu moins réactif, un peu plus lent, un petit peu plus, il souffle un peu moins bien. Et ça, c'est dommage aussi. Alors pourtant, il a moins de pixels à gérer tout en ayant exactement la même chose que le HomeTom. Donc, il est moins intéressant. Je le trouve moins intéressant. Il n'est pas catastrophique non plus. Il reste utilisable. Mais je trouve que voilà, il est moins bien optimisé. Ça se ressent au quotidien et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est un téléphone. Voilà, si vous cherchez plus quelque chose d'un peu plus petit, ça peut être pas mal. Surtout aussi un petit peu moins cher si votre budget est vraiment un peu plus réduit que le HomeTom. Ça reste une bonne alternative. Mais clairement, vous allez ressentir la différence par rapport au HomeTom. Dernière chose aussi, on a une batterie qui est que de 1850 mAh, ce qui est assez médiocre. Enfin, assez pas médiocre, mais petit. Et ça se ressent vraiment sur l'autonomie. On va être sur une moyenne basse en termes d'autonomie, vraiment quelque chose de vraiment moyen. Et ça, c'est dommage. On est sur, voilà, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests et je vous remercie donc Everbuying de m'avoir envoyé ce téléphone.